C'est une délivrance pour le célèbre monument annécien. Après plus d'un an de travaux et 1 300 000 € d'investissement, le palais de Lille respire à nouveau. Et pour le constater, direction les combles. On a constaté ici que toute la croupe, c'est-à-dire toute l'extrémité de cette charpente, s'était affaissée et c'était le conduit de cheminée qui subsiste ici qui le retenait. Et fort heureusement ne repose plus sur ce conduit de cheminée qui était là pour retenir toute la structure. Aujourd'hui, plus aucun risque. Les charpentes ont été restaurées dans les règles de l'art en respectant la structure d'origine. En charpente contemporaine, souvent on construit les éléments en atelier et on transporte tout sur le chantier et là on assemble le puzzle. Ici, il a fallu tout tailler sur place pour que les pièces s'assemblent parfaitement les unes avec les autres. De l'extérieur, rien n'a changé, sauf la vue pour les riverains et les commerçants. Mais je crois que les commerçants étaient convaincus que c'était une nécessité que ce chantier et ont accepté volontiers les perturbations qu'ont pu occasionner le chantier. Nous avions conservé les circulations, la traversée de l'île, donc c'était moindre mal et par conséquent, je crois, par les échos que j'ai pu recueillir, que le chantier a été bien vécu, mais tout le monde a été content qu'il se termine quand même. Le chantier terminé, quelques souvenirs sont disponibles au Palais de Lille. Des tuiles sont exposées dans la chapelle, d'autres sont à disposition des intéressés. Certains ont même d'ores et déjà réservé leurs souvenirs. À l'occasion de la Toussaint, gros plan sur un cimetière méconnu des Lyonnais, le Tata sénégalais. Situé à Chasselet, cette nécropole nationale depuis 1966 rend hommage aux tirailleurs tombés durant la Seconde Guerre mondiale. Les 19 et 20 juin 1940, de violents combats vont avoir lieu au nord de Lyon et de nombreux soldats vont être tués et des dizaines de tirailleurs sénégalais exécutés. Plus particulièrement ici à Chasselet où le comble de l'horreur va être le massacre de 51 tirailleurs sénégalais. Érigé en décembre 1942 en pleine occupation allemande, le Tata sénégalais accueille un peu moins de 200 dépouilles, dont une cinquantaine de soldats inconnus. Unique en France, ce cimetière est un point d'ancrage pour les soldats des colonies morts pour la France. On peut dire que le Tata sert de point de repère pour les communautés africaines désormais émancipées. Je suis moi le dernier tirailleur sénégalais, puisque je faisais partie du 13e RTS et qui a été dissous au moment des indépendances. Et il y avait donc un nom générique pour regrouper les Africains qui venaient de l'ancienne AEF, autrement dit tout le subsaharien, sous le titre générique de tirailleurs sénégalais. Enceinte fortifiée avec des portes sculptées et des murs baignés d'ocre, le Tata reprend les caractéristiques culturelles de la terre africaine. C'est construit dans un style soudano-sahélien qui est typique de la région d'où sont originaires la plupart des tirailleurs sénégalais. C'est un lieu doublement symbolique pour moi. Symbolique parce que d'abord ça évoque le combat de mon père. Et ensuite aussi, ça évoque la mémoire de ceux qui sont tombés ici. Le Tata sénégalais, un mémorial ouvert tous les jours, est à découvrir ou à redécouvrir sur la commune de Chasselet. 100 mm de pluie en 1 heure, des habitations fortement endommagées et des routes littéralement éventrées par les inondations. En juin dernier, un très violent orage touchait la commune de Prézailles en Haute-Loire, provoquant alors d'importants dégâts. Toute l'eau s'est retrouvée sur ce coin de Landos. Elle est complètement détruite, la rue. Tout est à refaire. Des tonnes de gravats à déblayer, le tout à la charge des usagers. 5 mois plus tard, c'est le soulagement pour Prézailles. La préfecture du département vient d'annoncer cette semaine la reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Une décision très attendue par les habitants du village. Elle leur permet une indemnisation simplifiée à condition de se signaler avant ce lundi. Les maires des 17 communes concernées en avaient fait la demande au lendemain du déluge. Reste désormais quelques jours aux habitants pour déclencher la procédure. C'est la 23e édition, je n'ai pas manqué une année. C'est la 23e année que je viens avec Italion et c'est chaque année une petite marche supplémentaire. C'est un salon, je dirais, d'exception.
Les amoureux du cheval ont rendez-vous à Eurexpo pour le salon Equita. 160 000 visiteurs sont attendus. Au programme des épreuves de la Coupe du Monde d'obstacles ou de dressage, des spectacles ou encore de l'équitation western. On a près de 2500 box installés sur Eurexpo cette année avec un turnover de près de 3500 chevaux. Sinon on a le ballet du cadre noir dans les spectacles cette année comme belle nouveauté, avec un mélange de très belle représentation du cadre noir de Saumur avec une troupe lyonnaise d'ailleurs, qui est la troupe Dynamo, qui est dirigée par Virginie Barjonnet. Je crois que c'est vraiment un très beau moment qu'on peut voir vendredi soir et samedi soir. Ouvert depuis hier, le salon Equita attire aussi bien les particuliers que les professionnels. Moi je suis propriétaire d'une écurie, donc j'aime bien un peu tout ce qui est innovation, le polypolia, l'entrée et surtout soin du cheval, matériel d'équitation standard pour monter. Voilà. C'est un peu le rendez-vous incontournable de l'année, on va dire. Moi, je vais surtout au pôle élevage. Donc, moi, je suis la race arabo-frison. Donc, moi, je suis propriétaire de 2 chevaux de cette race-là. Donc, chaque année, je vais à mon petit pôle élevage faire mon tour. Equitalion, c'est jusqu'à dimanche. Les principales épreuves seront rediffusées sur notre antenne. Un projet stéphanois innovant pour s'immerger dans le monde de la culture scientifique. Escapade à Madagascar est un livre augmenté qui propose de suivre les aventures de 2 reporters pour découvrir la biodiversité de l'île. Développé par la Rotonde de l'école des mines de Saint-Étienne et Avant-Goût Studio, la couverture du livre se transforme en support pour tablette qui reconnaît automatiquement à l'aide d'un jeu de miroir les pages en cours de lecture et propose des compléments d'informations audiovisuelles sur la faune, les baleines à bosse ou encore les épices cultivées à Madagascar. Donc cette technologie, c'est la couverture de lecture augmentée, qui a été brevetée d'ailleurs, et toute la partie logicielle est aussi créée par ce partenaire-là, Avant-Goût Studio. L'innovation en fait se trouve dans la couverture de ce livre, puisque c'est une couverture spéciale qui se déplie, et une fois qu'elle est dépliée, l'iPad se positionne face au livre et prolonge l'illustration comme une 3e page. Donc automatiquement ensuite, lorsque l'enfant découvre l'histoire de Rosie et Joe à Madagascar, il est invité à aller plus loin grâce à ce qui se passe à l'écran. On l'immerge en fait avec une ambiance sonore, avec des visuels qui l'accompagnent dans l'histoire. 10 000 € ont déjà été collectés grâce à la campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter, ce qui permettra d'éditer les 1000 premiers exemplaires. 300 ont déjà été commandés lors de la fête du livre de Saint-Étienne ou encore pendant la foire du livre de Francfort, où le projet était présenté dans sa version anglaise. Pour l'instant, seules les premières pages de ce carnet de voyage sont éditées. Reste désormais à imprimer les 28 pages et développer les 24 interactions du projet qui abordent 12 thématiques comme l'astronomie ou encore l'ethnologie pour les enfants de 6 à 9 ans. Je trouve que c'est une super idée parce que c'est à la fois partager aussi le plaisir de la lecture, puisque nos enfants aiment beaucoup lire, donc ils ont à la fois un bel objet sur lequel ils peuvent lire une histoire sympa avec des jolis dessins, donc c'est chouette, et en même temps le lien avec le numérique, du coup ça fait la passerelle aussi vers les outils qu'ils ont à leur disposition dans leur vie maintenant de tous les jours, la tablette, les ordinateurs, les smartphones, d'avoir accès à plus de contenu sans forcément aller devoir chercher ensuite sur Internet pour avoir des explications sur ce qu'ils ont vu. Ça permet de l'avoir directement sur la tablette. La livraison des premiers livres Escapade à Madagascar est prévue en mars 2018. Voici le nouveau terrain de jeu des spéléologues dans le Vercors, avec cette structure de 12,50 m de haut, pensée uniquement pour eux, et ses 700 m² de surface, les possibilités sont multiples. Les 700 m² de surface permet d'appréhender, de faire quasi toutes les situations qu'on pourrait trouver en spéléologie. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que du coup, dans les apprentissages, on peut commencer avec des gens qui n'ont jamais fait de spéléo, on leur apprend les techniques de progression, et ça peut aller, comme aujourd'hui, jusqu'à des experts de la spéléo qui viennent se perfectionner encore un peu plus dans les manipulations des techniques de spéléo. Une structure qui facilite l'apprentissage technique de la progression sur corde. Ce jour-là, ce sont des professionnels de la spéléo qui viennent s'entraîner pour un stage d'autosecours. Certains viennent de loin, des Pyrénées, pour apprécier les différents avantages de cette structure. L'avantage étant que c'est très accessible. On n'est pas obligé, pour avoir cet espace en 3 dimensions, d'aller dans les grottes. Et parce que malgré tout, et surtout dans le Vercors, c'est un endroit où il fait froid.
Donc au bout d'un moment, il est très difficile de faire une journée entière comme nous allons faire aujourd'hui. Quand on m'a parlé de structure artificielle dans le Vercors, je m'attendais à une salle d'escalade avec on va dire, quelques barres de plus, etc. Et là, vraiment, on voit que c'est pensé que pour ça. Et le lieu a été fait pour ça et ça, c'est extraordinaire. Coût total, un peu plus de 400 000 €, une somme répartie entre le département, l'État et la commune. Une innovation qui fait la fierté du maire. On est fiers d'avoir fait quelque chose de complètement diversifiant sur notre territoire, d'innovant, et que tous les spéléos de France aujourd'hui viennent et nous remercient pour avoir fait cette structure. Et je sais que les spéléos, les professionnels du territoire vont s'emparer de cette structure pour monter des produits avec les classes vertes, avec les classes découvertes, les collèges, les lycéens, etc. Pour compléter le tout, il existe même une galerie de 50 mètres de long qui conduit à une salle de 4 mètres de diamètre. Quoi de mieux pour s'initier à la découverte du milieu souterrain. 26 ans après la création de l'espace Mont-Blanc, la signature de la déclaration d'intention est une réelle étape. Elle permet de lancer l'engagement de tous pour soutenir la procédure de classement du massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était pour nous important. Cette concrétisation arrive après une vingtaine d'années de travail en commun avec nos voisins valdôtains, valaisans. Nous avons beaucoup travaillé sur la dimension environnementale, mais maintenant aussi sur une dimension qui est liée au service à la personne et aux équilibres de nos populations montagnardes par rapport à des pressions économiques, pression touristique, pression foncière qui s'établissent dans nos vallées. Et puis le sommet de l'Europe est aussi le seul massif montagneux majeur du continent à ne pas être classé à l'UNESCO. Mais c'est surtout l'urgence climatique qui a déclenché cette demande. En effet, les Alpes subissent par exemple 2 fois plus le réchauffement climatique que le reste de la planète en moyenne. Le classement UNESCO, pour nous, c'est une accélération finalement des processus. C'est-à-dire que ce que nous disons au quotidien en disant attention, ici le réchauffement climatique c'est plus important qu'ailleurs, attention ici, il faut faire attention aux problèmes de mobilité ou aux problèmes de rénovation énergétique des bâtiments. Toutes ces choses-là méritent de connaître une amplification énorme. On n'a plus le temps, il faut vraiment accélérer. L'élaboration d'un cahier des charges est prévue dès le premier semestre 2018. Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent notamment démontrer leur valeur universelle exceptionnelle. Mais le Mont-Blanc devra attendre entre 5 à 10 ans pour savoir s'il entre encore un peu plus dans l'histoire.